Française, née en Guadeloupe à la fin des années 30, antillaise, caribéenne, parisienne d'adoption, une identité multiple, une richesse. Lorsque je me remémore mon histoire, j'y vois beaucoup de voyages, dont le premier de tous, celui qui m'a conduite à Paris, peu après la Seconde Guerre mondiale. Je me suis ancrée dans cette ville qui m'a permis de nombreuses rencontres, variées et souvent enrichissantes. Ce parcours, je le dois à ma mère qui, en 1949, a décidé de quitter la Guadeloupe avec ses enfants pour aller vivre en France, comme on disait à l'époque. Avant nous, et en même temps que nous, d'autres Martiniquais, Guadeloupéens, Guyanais, Réunionnais avaient fait ce choix de poursuivre leur destin à Paris. De 1945 jusqu'au début des années 60, des milliers de créoles ont volontairement traversé l'océan pour aller en France, dans l'espoir d'une vie meilleure. Un autre avenir pour eux, mais aussi pour leurs enfants. Notre génération a précédé celle du Pumidum. Cette migration massive organisée par l'État entre 1963 et 1981. Ce film est leur histoire. Mon histoire. Mes premiers souvenirs d'enfance remontent à 1940. J'avais 4 ans. La guerre faisait rage dans le monde, la France était occupée. De notre petite commune de Gourbert, tout cela nous semblait un peu loin. À la même époque, Rodolphe et Francine vivaient à Cayenne, en Guyane. Une vie simple dans une ville privée de tout. À Cayenne même, la vie était relativement agréable durant la guerre. On avait quelques petits problèmes, mais ce n'était pas la misère, loin s'en faut. Mais on devait quand même se battre pour vivre. Tout est très calme en Guyane. On a de quoi manger, on a la mer qui fournit les poissons. Nous sommes à côté du Brésil. Et par exemple, le beurre arrive dans des boîtes de conserve, des boîtes de 1 kilo bien salées. D'ailleurs, il faut battre le beurre pour enlever le sel. Mes parents écoutaient Radio Londres sur des postes à galène, avec les grosses ampoules et qu'il fallait cacher. Parce que la Guyane était vichiste. Hein. En Guadeloupe, ma mère était receveuse des postes et dirigeait un bureau des PTT, un statut de fonctionnaire qui offrait quelques privilèges malgré les restrictions dues à la guerre. À partir de 1940, en temps Saurin, le gouverneur pétainiste Constant Saurin contrôle la Guadeloupe. On consomme plus de produits locaux. L'huile et le savon sont faits à partir de la noix de coco. Les vieux pneus sont utilisés pour fabriquer les sandales, des corsets. Les sacs à farine, dits Farine France, servent beaucoup, notamment pour les vêtements. Alors moi, j'ai gardé dans ma tête le souvenir des bottes des soldats qui parcouraient Pointe-à-Pitre au moment du couvre-feu. C'est quelque chose d'assez extraordinaire. Hein. Il y avait un couvre-feu. À 6 heures, il ne devait plus y avoir personne dans la rue. On recevait parfois de la farine des États-Unis. Mon père étant douanier sur le port, ça facilitait les choses. Et ma mère faisait des chemises et des culottes avec la toile des sacs à farine. Pendant la guerre, les Antillais étaient très, très patriotes. Ma mère s'était fait faire une croix de Lorraine. Elle connaissait bien un commandant du bord de la Jeanne d'Arc qui, eux, n'étaient pas du tout pétainistes. Ils venaient dîner à la maison et ils disaient à maman, mais vous allez avoir des problèmes, on va vous envoyer au Fort Napoléon. On arrêtait les gens qui étaient... Maman, tous les soirs, était à la radio pour écouter Londres, etc., quand il y a eu l'appel de Gaulle. Comme beaucoup de Guadeloupéens, ma famille fantasmait sur la France, la mère patrie, qui représentait tous les possibles. Dans les cours d'école le matin, on procédait au lever solennel du drapeau et on entonnait des refrains patriotiques. Le soir, on défilait dans la cour au pas cadencé, toujours avec des chants altiers.
Cependant, des milliers de Guadeloupéens, Martiniquais et Guyanais ont rejoint la dissidence. Des hommes et des femmes, souvent très jeunes, ont quitté leur terre natale dans de petits rafiots pour grossir les rangs des forces françaises libres. Papa était parti à la dissidence. Je n'avais que 5 mois. Et lorsqu'un avion passait, on me disait que papa était en France. Je disais régulièrement, papa, envoie-moi des bonbons, envoie-moi du sucre. Vous voyez, c'est-à-dire qu'il était toujours présent d'une certaine façon. Et je pensais qu'un jour, j'irais le voir. On voyait toujours la France, et on avait envie. Moi, j'ai toujours eu envie d'aller ailleurs. C'était quand même pour nous la meilleure patrie. Donc on voulait connaître la France, mais on ne savait pas ce qu'on allait avoir. Depuis très jeune, mon idée était de venir en France faire des études supérieures pour être ingénieur afin d'ouvrir un grand atelier de mécanique à Cayenne où les gens feraient de la mécanique auto en gants blancs. À l'époque, la France, c'était... je crois que tout le monde avait envie d'y aller. Et nous savions que ça allait, qu'on irait un jour. Pendant mon enfance, mes meilleures vacances se sont déroulées ici, à Caranguaise, chez les grands-parents maternels, tandis que ma mère travaillait. Voyage de la ville à la campagne, en transport en commun, sous la vigilance de notre bonne. Des vacances dans un milieu très rural, où les gens s'efforçaient de nous parler français et nous gâtaient. Puis nous découvrons Pointe-à-Pitre, ville insalubre, où la précarité et la misère engendrent les épidémies. Paludisme, tétanos, lymphangite et éléphantiasis, gros pieds en créole. Une situation sanitaire, économique et sociale catastrophique, qui est pourtant à l'époque la norme dans l'ensemble des territoires ultramarins. J'habitais donc dans une jolie petite maison, mais je pense que ça ne devait pas être facile. Parce qu'en 1949, la vie en Guadeloupe n'était pas quelque chose de très agréable hein, pour les Antillais de souche. Mais je pense que c'était certainement la précarité. On est 10 enfants dans une famille. C'est difficile pour quand même pour ses parents de trouver 10 paires de chaussures. On avait ce qu'on appelle des pépins, des petits bouts de carton avec un petit lacet dessus, mais ce n'est pas des chaussures à proprement parler. C'était cette condition-là. Mais on n'était pas malheureux. Comme tous les gamins de l'Ermitage, on n'avait pas beaucoup d'argent, mais on ne savait pas ce que c'était que l'argent. Donc tout allait bien. Mon enfance s'est passée surtout dans la boulangerie-pâtisserie, où j'aidais mon père, donc il n'y avait pas de perspective, d'autant plus que je n'avais pas l'intention de devenir boulanger-pâtissier. Il fallait partir du bourg, du Marigot, il fallait aller en ville, il fallait aller au lycée. Tu comprends, sinon tu ne s'en sors pas. Et une fois au lycée, il fallait aller plus loin de l'horizon. Je n'avais pas envisagé de quitter la Martinique. Mais à 18 ans, je n'avais pas d'emploi, pas de diplôme, rien du tout. Donc je me suis engagé dans l'armée de l'air. Mon père essaie de persuader ma mère qu'il faut partir parce qu'il veut que ses 3 filles fassent des études. Mon père était un entrepreneur en bâtiment. Il devait donner à ses enfants une autre éducation, hein, voir du pays, surtout qu'à l'époque, la Guadeloupe n'était pas aussi pourvue en formation que maintenant. C'est ce contexte difficile qui motive le départ de ma mère. Femme moderne et indépendante, elle est convaincue que pour vivre mieux, donner une chance de réussite à ses enfants, elle doit partir. Fonctionnaire des PTT, elle obtient sa permutation avec une collègue désireuse de travailler en Guadeloupe. Tous les frais sont à sa charge, mais tant pis.
ma mère elle va chez son bijoutier et elle lui fait faire un collier, ce qu'on appelle le collier forçat en or de Guyane. C'est une façon, si vous voulez, de s'assurer un petit capital. Pour passer la douane, elle va mettre ce forçat dans un serre-tête. Je vois ma sœur aînée avec son serre-tête en velours noir avec le forçat à l'intérieur. Non. Comme on devait arriver en octobre, c'est que ma marraine nous avait envoyé des vêtements d'hiver. C'est-à-dire des pantalons, un petit pull en cachemire et un manteau en lapin. Et donc, on avait mis ça sur le lit dans notre maison et les voisins venaient. C'était comme un musée. Les voisins venaient regarder ces choses qu'ils n'avaient jamais vues. Après des mois de spéculation sur ce départ, le plus souvent souhaité, nous voilà prêts à embarquer sur le bateau de la Compagnie Générale Transatlantique, la Transat. La famille et des amis sont là, agglutinés sur le quai de Pointe-à-Pitre. L'atmosphère est étrange, les enfants s'amusent le long du bastingage, ignorant l'angoisse de la séparation. Ceux qui restent se demandent si et quand ils reverront ces êtres chers. Les partants, eux aussi. Mais ils se rendent compte que le moment est arrivé de se sauver vers l'inconnu, même s'ils l'ont désiré. J'ai laissé mes amis, j'ai laissé tout. Tous ceux que j'aimais, mon grand-père que j'adorais, ma grand-mère que j'adorais. J'étais triste puisqu'on quittait nos parents, mais provisoirement, on savait qu'ils allaient arriver quelques mois après. Mais je partais avec ma grand-mère que j'adorais, voir un oncle, j'avais tellement entendu parler, maman, ses frères, c'était la merveille des merveilles. J'étais content de quitter la Martinique. Et en même temps, un peu désespéré parce que j'étais bien en Martinique. C'était une nécessité et un déchirement. Ma mère décide de partir dans un premier temps avec ma sœur et moi, en laissant mes frères en pension chez des amis. Le paquebot s'éloigne lentement dans la darse, prend son temps pour tourner et se mettre en position de départ, alors que les 3 hurlements déchirants de la sirène soulignent la gravité du moment. Les silhouettes deviennent de plus en plus petites, indistinctes, lointaines, invisibles. On passait à la douane, on prenait nos affaires, et nous, on arrivait au pied du bateau. Mais pour accéder, il y a une petite échelle qui longe le bateau, mais qui s'arrête à différents niveaux. Et le problème, c'est que moi, j'étais en 4e classe. Et donc, je n'avais même pas à monter le truc. Et de l'endroit où on mettait les bagages, on rentrait directement. On était 4 camarades, 4 étudiants. Tout le monde est venu me dire au revoir, mes petites amies, les amis de la maison, les cousins, les cousines. Et puis j'étais habillée pour partir en France, hein, avec un petit costume, etc. J'avais une malle avec tout dedans, voilà, etc. Et lorsque je suis arrivée, je suis tellement contente de partir. Maman, je ne pense pas au chagrin de maman, hein. Je ne pense qu'à une seule chose, je voyage, je pars. Il y avait un orchestre qui jouait. Je suis allée dans ma cabine et je voyais ma maman, mais il n'y avait pas de larmes. Hein. À ce moment-là, il n'y avait pas de larmes. Mais quand même, lorsque le bateau s'est éloigné, qu'il y avait « Adieu Madras, adieu foulard » que l'on chantait, alors là, la petite Marlène, elle s'est mise à pleurer quand même. Hein. Là, je sais que j'ai versé des larmes. C'est une chanson qui a marqué tous les Antillais de l'époque. Adieu foulard, adieu Madras, c'est immortel. Et j'ai quand même quelques petits souvenirs où il y avait ces gens avec les mouchoirs, les robes Madras. Qui, Madame Madeleine. Voilà, ça me revient. Adieu foulard, adieu Madras, adieu Gredor, adieu collier chou, doudou comme moi, qui capote, hélas, hélas, c'est pour toujours.
J'ai réussi au bac en juillet, je sais pas. C'était une année un peu tordue où les notes étaient corrigées en France et on envoyait les trucs en Martinique. C'était une sombre histoire. Donc quand je l'ai reçu, j'ai eu peu de temps et je suis parti sur un bananier, puisque le seul bateau qui s'appelait Colombie en ce temps-là était déjà parti. Donc j'ai voyagé sur un bananier. Ben ça se passait que vous étiez 7 à table, que le bateau est un bananier, donc il est bien chargé, qu'il plonge dans la mer et vous avez l'eau là-haut, parce que la cale descend. Donc, et vous voyagez avec le membre d'équipage. Donc, l'environnement n'est pas spécialement agréable. Et c'était des douches d'eau de mer, je n'oublierai pas. Parce que se baigner à l'eau de mer, il faut le savoir. Les enfants surexcités courent partout, repérant immédiatement les aires de jeu. Pour les adultes, c'est le moment de découvrir les parties du paquebot réservées à l'hébergement, mais aussi de faire la connaissance des voisins de coursives ou colocataires de cabine. Je garde le souvenir d'un premier repas impressionnant. Salle à manger immense, vaisselle et couverts très classe, maître d'hôtel, choix à la carte. C'était vraiment le rêve, parce que bon, c'était luxueux, on était servis, il y avait du thé, il y avait tout ça. C'était vraiment très bien. Alors il y avait des transats sur tout le long, mais c'était long, avec tous les vieux qui étaient là. Alors ils arrivaient café, thé, avec des petits gâteaux et tout. Et nous, on avait un goûter aussi. On bouffait bien, on dormait bien. C'est là que j'ai rencontré quelqu'un qui était à l'époque déjà très connu, Eddie Barclay, avec qui j'ai fait le championnat de ping-pong. On a voyagé en même temps que Aimé Césaire et sa famille. À bord du bateau, je suis heureux, je suis bien, je m'amuse, je joue, je participe au concours de ping-pong, de palais. La vie est très très agréable. Je crois qu'il y avait une troisième, peut-être même une quatrième classe sur ces bateaux. C'est-à-dire que nous, on avait peut-être le droit d'aller chez eux, mais eux, ils n'avaient pas le droit de monter chez nous, sauf à les inviter. Alors, mon frère avait invité un Trinidadien à venir au prendre un verre. Là où nous étions, c'est-à-dire en première classe. Cette fameuse 4e classe est réservée aux moins fortunés, souvent des étudiants. Nous avons une cabine pour 4, dont un lit reste disponible, ce qui permet à ma mère d'inviter une jeune femme de 4e classe à profiter de meilleures conditions de voyage. Une chance que n'aura pas Victor, parti pour une traversée infernale de 17 jours. C'était épouvantable. Une chaleur, bruit des moteurs, l'odeur du mazout. J'ai un camarade, il a passé peut-être les 3/4 de son temps à l'infirmerie du bateau. Il n'y a pas de table, il n'y a pas d'endroit où tu peux manger. On nous apportait à manger, saute de gamelles, quoi. On mangeait, après on ramassait les gamelles. Il n'y a pas de salon. C'est en 4e classe, il n'y a pas de salon. Il n'y a pas de promenade, tu n'as rien. Et puis tout le voyage, spaghetti, et toute sauce. Non, tu peux même pas faire une description de ça, c'est épouvantable. Après 12 jours de traversée, le continent se rapproche. La parenthèse maritime se termine. Le paquebot recommence sa lente danse pour se mettre en position et accoster au Havre. Une ville dont nous ne voyons rien, car la gare transatlantique aspire directement la masse de passagers du bateau vers le train pour la gare Saint-Lazare. Nous sommes comme dans une bulle, un peu en lévitation. Ici, ailleurs et nulle part. Plus dans notre vie d'avant, pas encore dans notre nouvelle vie. On arrive au Havre au petit matin, on débarque les bagages, nous on prend nos quelques valises, et puis on prend le train. Le Havre,
c'est une ville dont la reconstruction n'était pas terminée. Et on a trouvé ça assez moche. Il faisait une température, je ne raconte pas, au début de décembre 1960, avec une petite chemisette sur le dos. Je n'ai rien vu, tellement il y avait de brouillard. Première surprise pour moi, le train à vapeur. J'abandonne tout le monde sur le quai et je vais voir un peu cette machine. Pour la première fois de notre vie, nous avons pris le train pour Paris et nous sommes arrivés en gare Saint-Lazare. À la gare Saint-Lazare, sur le quai, il y a une foule d'Antillais, car les parents et les amis viennent nombreux accueillir les voyageurs. Nous planons un peu. Les crieurs de journaux annoncent l'effet du jour, mais nous n'en avons cure. Nous atterrissons, nous semble-t-il, sur une nouvelle planète. Bien que nous ayons voulu et rêvé ce voyage, c'est un bouleversement, même pour l'enfant que j'étais en 1949. Et puis, à la sortie du quai, nous n'avons jamais vu autant de monde, un tel flot de gens en même temps. Ils nous paraissent tristes et pressés. Il y a mon oncle qui nous accueille parce qu'on ne connaissait rien. Et puis, on était émerveillés parce qu'il y avait beaucoup de gens qui venaient accueillir ceux qui arrivaient. Je me suis retrouvée à Saint-Lazare sans personne. Là-dessus, j'ai pris un taxi bêtement et j'ai dit au gars de me déposer dans un hôtel. Il a eu l'élégance, j'ai de la chance, il m'a déposé dans le premier hôtel. Il ne m'a pas fait faire le tour de Paris pour soi-disant trouver l'hôtel. La traversée de Paris nous transporte de découverte en découverte. Outre le nombre de passants, la circulation, la fumée des cheminées, la grisaille et les becs de gaz allumés, il y a les cris des petits métiers de rue, rémouleurs au vitrier, les orgues de barbarie, les clochards, pas encore appelés SDF. Donc on prend le métro, direct pour de la Chapelle. J'étais content. Et le train, tu sais, sous terre, les portes qui s'ouvraient comme ça, c'est l'automatisme. Mais nous sommes déçus. Paris nous semble sale, les immeubles sont noirs, les voitures sont démodées, car aux Antilles, nous avions beaucoup de voitures américaines. Et en plus, c'est l'hiver. Je me souviens que Paris, en arrivant là, c'était pas très longtemps après la guerre. Donc les murs étaient noirs de suie, c'était vraiment pas une vision engageante, on va dire, quand on arrivait là. On n'était pas content, vraiment. Tout est noir, toutes les maisons sont sales, tout est gris, tout est noir, noir, la misère partout. On voit des unijambistes qui passent, on voit des gens blessés, des gens estropiés, on se demande bien ce qui se passe. À l'époque, Paris, en histoire de l'art, c'était la plus belle ville du monde. Et quand je suis arrivé à la gare Saint-Lazare, je me dit, c'est pas possible. Je ne suis pas encore à Paris. Il y a encore des immeubles crivés de balles, il y a des immeubles ça n'a pas été reconstruit. C'était tout de suite après la guerre, donc tout était marron, tout était noir, tout était... Et j'ai dit à maman, c'est ça la France, viens on retourne. Notre première installation à Paris a lieu dans un hôtel du 12e arrondissement. À l'époque, c'est dans ces hôtels meublés que beaucoup vont devoir passer les premiers mois. Les plus chanceux bénéficient d'une maison ou d'un appartement loué par un membre de la famille avant leur arrivée. On avait eu un appartement, il était rue Élysée des Beaux-Arts à Pigalle. C'était pas mal. Mes parents avaient eu un appartement de la part d'un ami, rue Quincampoix. L'horreur. On était enfermés dans cette rue étroite. Mon père a décidé qu'on allait prendre des chambres à l'hôtel du Châtelet. Et en définitive, on a fini par trouver une maison avec un parc magnifique. C'était une amie de ma mère qui lui avait donné à Saint-Chéron. Heureusement, il y avait une maison qui nous attendait. Et c'était bien mieux que ce que nous avions en Martinique. Chaque enfant avait sa chambre, il y avait un jardin. Quelques mois plus tard, ma mère, ma sœur et moi emménageons rue Louis Blanc dans le 10e.
Nous avions loué un grand appartement un peu sombre, car situé à l'entresol. Il était en partie meublé avec plein de beaux bibelots anciens, d'un vaisselle, avec un grand poêle Godin, des cheminées et un parquet d'Irus. J'ai 13 ans et découvre le Paris de 1949 entre émerveillement et étonnement. Il y a des poinçonneurs en casquette dans le métro et le bus, des portillons automatiques, une première classe. La seule chaîne de TV est en noir et blanc et tout le monde ne l'a pas. À Paris, tout est spectacle. C'est vrai, hein? Moi, je trouve que c'était extraordinaire. Vous sortez, rien que regarder. C'est un théâtre vraiment permanent. Le Paris de l'époque, en 1947, où il y avait des choses très particulières. Par exemple, on distribuait la glace dans des grandes carrioles tirées par 2 chevaux. Arrivé là, on enlevait les barres de glace pour le donner dans les bars. Ce qui était également très intéressant pour moi, c'était la vente des produits, des surplus américains, devant le Rex. On vendait des choses pour 10 fois rien, disait-on. Alors on vendait des parfums, on vendait du chocolat. Il y avait l'autre qui vendait du métallor qui vaut l'or alors que c'était de la fumisterie. On va aux Halles. C'est les Halles vraiment de la description de Zola dans Le ventre de Paris. C'est vraiment avec des pavillons Baltard, avec les bouchers, avec leurs tabliers blancs tachés de sang et tout. Pour moi, c'est vraiment extraordinaire. Comme de nombreux Parisiens, c'est aussi aux Halles que les Daumiens les plus démunis viennent pour trouver de la nourriture pas chère dans les années 50. À la fin de la matinée, les denrées invendues sont jetées. Les plus malins y trouvent de quoi manger. J'avais fait des filets, j'avais fait un grand filet avec de la ficelle normale, comme font les pêcheurs. Et j'allais tous les jeudis aux Halles, lorsque les vendeurs jetaient les produits qu'ils ne pouvaient plus garder. Mais c'était des produits qui étaient bons. Et je me souviens, un jour, j'ai trouvé un morceau de viande qui devait peser près de 10 kilos. Et lorsqu'on a eu tout ce morceau de viande, là, qui était énorme, on a dû le partager parce qu'on ne pouvait pas tout manger. Il n'y avait pas de réfrigérateur à l'époque dans les maisons. Pour beaucoup de nouveaux arrivants, l'installation s'avère difficile, en particulier pour les étudiants ou ceux dont les parents sont repartis. La débrouille et les petits boulots leur permettent alors d'améliorer le quotidien. Je n'avais pas d'argent, j'avais des vêtements qui ne correspondaient à rien. Monsieur Couvret m'a autorisé à faire des choses que nulle part dans un établissement scolaire aujourd'hui on accepterait. Il avait accepté pour que je gagne 2 sous entre 2 cours, que j'installe un petit truc pour vendre des petites boissons et des petits sandwichs. Moi, j'ai inventé toutes sortes de choses avec mon frère pour survivre. J'ai trouvé une astuce qui était pas mal. Il y avait un copain dont le père était confiseur. Alors, on lui achetait des carambars à 2 centimes et on les revendait à 5 centimes. il y avait 3000 élèves au lycée Lacanal. Ça nous a permis de payer une partie de la pension et de payer les vacances. Voilà. Le dimanche après-midi, on allait faire des démonstrations de Begin. On sait, et on gagnait de l'argent avec ça. Et le manager, c'était mon professeur, Wechter, qui était de Bagnoles et qui connaissait les maires. Alors on allait danser dans les mairies le dimanche après-midi et les gens payaient. Je fréquente 3 établissements scolaires à Paris dans les années 50. Le cours complémentaire de jeunes filles de la rue Louis Blanc, le collège Jules Ferry à la place Clichy et le lycée Hélène Boucher, porte de Vincennes assez select. Bas, gants, pas de maquillage, uniforme obligatoire et pantalons interdits comme partout. Bien sûr, pas de mixité à l'époque. Choc de culture, plutôt d'éducation. Je suis frappée par de petits détails. Les filles qui mangent nettoient complètement leur assiette avec le pain, ce qui nous est interdit par ma mère. Presque personne n'a voyagé, pas même en province. Une seule a vu la mer. Mes récits de paquebots, de traversées de l'Atlantique, de fumoirs et autres salons, avec des dîners habillés tous les soirs, semblent appartenir à la légende.
Je revois toujours la directrice qui me regarde et puis qui dit « Bon, c'est bien, mais les boucles d'oreilles, ça, vous les enlevez. Et puis, vous mettez des chaussettes, hein, vous ne venez pas comme ça, avec le pied nu dans les chaussures. » Je n'ai pas souvenir de racisme à mon égard dans ces écoles de jeunes filles. J'ai ressenti plutôt une forme de curiosité sur mon origine et mon pays natal. Il faut dire qu'à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de Noirs dans ces établissements. Mais pour certains Domiens, dans cette France des années 50, la réalité est plus dure et l'école un lieu où ils doivent apprendre à se faire respecter. Quand j'étais à l'école dans ce cours, le professeur de français, un jour, en gros, qui était très désagréable, a dit « Oh, il ne faut jamais appeler un nègre. Un nègre, il n'aime pas ça. » Il parlait comme ça du nez. Je me suis sentie giflée. J'avais peut-être 14 ans, c'était la première année où j'étais dans ce cours. Je me suis levée, moi j'étais plutôt réservée, bon, je ne connaissais pas trop. Hein. Je me suis levée, et je ne sais pas ce que je lui ai dit. Je lui ai dit que chez moi, les nègres c'était des nègres, et qu'on s'appelait nègres, et qu'il avait fallu que je vienne en France pour entendre, peut-être parce que c'était trop souvent associé à sale nègre ou choses comme ça, mais qu'on n'avait jamais aux Antilles eu ce problème-là. Alors, il s'est presque excusé. Et mes amis m'ont dit après, mais on ne savait pas que tu pouvais rougir. Tes oreilles, il paraît que mes oreilles étaient rouges. Mais j'avais la tête en feu. Au lycée, il y a eu quand même des bagarres parce qu'il a fallu s'affirmer. On était quand même les petits négros. Hein. Mon frère, lui, il a le teint plus foncé que moi, il a les cheveux crépus. Et boum, ça y allait. Hein. Il y en a quelques-uns qui ont eu des yeux au beurre noir. Et quand on leur demandait pourquoi c'était arrivé, ils répondaient toujours « on s'est cogné dans la porte ». À l'école, si je ne le savais pas, j'ai su que j'étais nègre. Au début, négro, machin, etc. Mais enfin, c'était comme ça. Et puis bon, de toute façon, à partir du moment où il ne me touchait pas, c'était... Et puis après, j'ai eu de la chance, j'ai eu une chance inouïe. C'est pour ça que je les adore jusqu'à aujourd'hui. Il y a un rouquin qui est arrivé. À l'époque, hein, il valait mieux être nègre que rouquin. À ce point-là? Ah oui, ah oui, ah oui. Ah oui, mais on était morts. Hein. J'avais 14 ans, 15 ans. Mais le pauvre. Alors j'adore les rouquins maintenant. Quand je vois un rouquin, je suis heureux. Alors, ça se passe pas très, très bien. Déjà, je n'étais pas très, très bonne élève. Hein. Et lorsque je suis arrivée, ce qui était un peu choquant, c'est qu'il n'y avait pas encore beaucoup d'enfants noirs, peut-être, comme moi. Et on venait regarder, on me demandait comment était mon sang. On venait me frotter la peau. C'est curieux, parce que c'était en 1951 seulement. Hein. Et lorsque je sortais de l'école, j'avais des difficultés. Il a fallu à un moment que papa vienne me chercher parce qu'on m'envoyait des pierres. À 9 ans, on m'a mis en pension à Fontenay-aux-Roses, chez les religieuses. C'est la première fois où j'ai eu le racisme en face de moi. Je pense que j'étais quelqu'un d'un peu hyperactif parce que je bougeais beaucoup. Il y avait une religieuse qui avait sa classe qui était bien en rang. Et moi, je suis arrivée et j'ai bousculé un peu les enfants. La religieuse m'a dit « Petite négresse !» J'étais la seule petite noire dans le... Et là, est-ce que je savais ce que ça voulait dire? Je ne sais pas. Toujours est-il que j'ai reculé. Et comme un éléphant, je lui ai rentré dedans. Elle est tombée, tous ses jupons en l'air. Et on m'a mis à manger dehors. Quand je pense à ma mère, je dois admettre qu'elle a gagné son pari. Elle a réussi sa vie professionnelle en devenant contrôleur principal des PTT et s'est bien intégrée dans la société parisienne. Nous, ses enfants, aussi. De temps en temps, ses amies guadeloupéennes nous rendent visite à la maison. C'était l'occasion d'écouter leurs conversations ponctuées d'expressions créoles et les souvenirs de leur vie en Guadeloupe. Pour nous, les enfants, c'était une immersion dans les Antilles d'antan longtemps. J'avais des amis antillais qu'on retrouvait.
en fac et on allait au restaurant universitaire et autres, mais c'était pas une communauté. C'était des amis, parce que bon, mes parents connaissaient leurs parents, etc. Et on avait plaisir à se retrouver, mais on n'était pas regroupés. Communauté antillaise, on était une communauté d'amis de mon père qui buvait le punch à la maison, qui parlait créole, qui était content de se voir, mais c'était une communauté déjà un peu de même niveau social, donc intellectuel, on va dire. Fréquentait les amis des parents, et puis après, oui, on fréquentait des Antillais, mais on n'était pas toujours, moi personnellement, je n'étais pas toujours avec des Antillais. Je ne fréquentais aucun garçon antillais. Je fréquentais les gens de mon club. Et dans mon club, là encore, j'étais la seule noire, quoi. On était presque la seule famille vraiment installée. Donc le dimanche, ça débarquait à la maison, les repas. Et dès que quelqu'un, le Antillais, se pointait à la gare d'Anguin, il y avait un marchand d'huîtres qui était sur le trottoir, qui nous connaissait bien. Dès qu'il voyait un Antillais, vous allez chez Marc Sala, alors c'est la deuxième rue, etc. Mais pour rencontrer ce que nous appelions nos compatriotes, il y avait un événement devenu une institution. Le fameux bal annuel de la mairie du 5e, souvent organisé par l'Amicale de France et d'Outre-mer et fréquenté par toutes les couches de la société. Ce gala, que j'ai eu le privilège de présenter, était dans les années 50 et 60, animé par les plus grands artistes antillais de l'époque. Une occasion de retrouver l'ambiance des Antilles et cette culture créole laissée au pays. On était toujours au courant, le bal de l'Amérique du 5e, on y allait toujours. Et il y avait Mavounzi. Quand Mavounzi arrivait, on dansait, on n'avait pas besoin de se retourner pour savoir qu'il était arrivé. Quand il avait pris sa clarinette, ça éclatait. Mais ces bals antillais étaient très bien. J'étais dans ces balles dans le 5e, j'allais dans ces balles-là. Je ne dansais pas, mais j'étais content de voir des gens que j'avais envie de voir. Parce que j'ai des amis que j'aime bien qui allaient dans ces trucs-là. C'était un endroit où on rencontrait des gens qu'on ne voyait pas. Il y avait aussi les lieux et les quartiers parisiens devenus incontournables pour les Domiens. Le boulevard Saint-Michel, par exemple, et le café Mailleux, les clubs de jazz. À l'époque, quand on voulait voir un Antillais qui faisait des études à Paris ou un truc comme ça, on descendait le boulevard Saint-Michel et on était sûr de tomber sur un compatriote qu'on n'a pas vu depuis longtemps. Nous étions, mon frère et moi, des adeptes du Jardin du Luxembourg et du boulevard Saint-Michel, qu'on descendait et qu'on remontait pour draguer. Mais là, on rencontrait des amis. Avec les Antillais, on avait le café Le Mailleux. Il a disparu. Alors on se rencontre au Mailleux avec les Martiniquais, puis avec les étudiants plus âgés que nous. Enfin, il y a un petit groupe. Tous les samedis, à la mairie du 15e, il y avait la communauté antillaise qui se réunissait. On allait danser. Et en plus, il y avait à côté le bal Blomet, où maman allait. Jusqu'au début des années 60, la France est insouciante. On trouve facilement du travail. La majorité de Domiens s'est installée dans cette société souvent accueillante. Puis arrive 1963, la grande rupture. Le gouvernement du général de Gaulle décide de mettre en place le BUMIDOM, Bureau des migrations des départements d'outre-mer. Une migration intérieure censée résoudre les différents problèmes vécus dans les anciennes colonies. Chômage, forte natalité, pauvreté, insalubrité. En réalité, on fait venir des Outre-mer et dans des conditions éprouvantes, près de 160 000 personnes en 20 ans, offrant ainsi une main-d'œuvre bon marché à une France qui est en pleine croissance et qui manque de bras. Les Antillais qui arrivaient de ma génération étaient 80% des étudiants. Quand on a commencé à faire arriver le BUMIDOM, vous avez vu arriver toute la masse de Martinique. Et ces gens-là, ce qu'ils ne faisaient pas chez eux, ils le faisaient en France en disant « on ne me connaît pas ». L'accroissement massif du nombre des Antillais dans la France hexagonale, ça a conduit à
beaucoup de racisme. Notre cote à Paris a baissé parce que les magazines, tous les Antillais qui étaient là, qui étaient des gens de qualité, les ont tous mis dans le sac, du moment qu'ils étaient un peu basanés. À Paris, nous sommes sidérés par cette arrivée massive de Domiens et voyons avec crainte changer l'atmosphère et le regard sur nous, même dans le quotidien. Le Crous actuel, c'était le Copar. Et même si on était logé, on te disait, allez, va demander une chambre au Copar. Et les gens sortaient une liste. Et on voyait un M en rouge. Et on s'amusait à dire, mais qu'est-ce que ça signifie, ce M? Et c'était quand même que le propriétaire ne voulait que et ils avaient un peu de difficulté à le dire, des métropolitains. C'était admis, même dans une structure administrative, qu'on mette, il ne veut pas de gens de couleur pas blanche. Moi, j'ai passé ma vie en France, à ne pas pouvoir avoir un loyer à mon nom. Même une chambre de bonne. Quand on voulait une chambre de bonne, même si la propriétaire était un peu d'accord pour nous la donner, la concierge montait les étages pour lui dire surtout ne louez pas aux nègres. Lorsque je courais, c'était vas-y Bamboula, vas-y la négresse, etc. Mais, comme je dis, c'était vraiment de la bêtise humaine, parce que ça existe. Et je pense que, de ce fait, parce qu'on entend quand on court, je crois que j'allais encore plus vite. Dans ce Paris que j'ai vraiment adopté, je commence ma vie professionnelle. Je fréquente le Paris artistique et cosmopolite. La Guadeloupe fait partie de moi, mais sans envie de retour, ni de mal du pays. À l'époque, c'est le cas de nombreux Domiens qui se sont construits une nouvelle vie dans la capitale. Il faut dire aussi que les allers-retours sont beaucoup plus rares que maintenant. Ma maman, pour elle, c'était la cassure. Elle avait été plus ou moins malheureuse. Donc pour elle, une fois qu'elle est arrivée en France, rupture avec la Guadeloupe. On ne parle plus de la Guadeloupe. Non. Je n'ai jamais eu de mal de pays. Le pays, il est là. On n'a pas le mal du pays. Le mal du pays, c'est le mal des autres. Mais quand on est bien dans sa tête, on est ce qu'on est partout. Je n'ai jamais eu le mal du pays, puisque j'étais bien dans ce que j'étais. J'ai mon milieu sportif, je me suis fait des amis, donc j'étais vraiment très très bien. Oui, j'étais bien, mais je savais que je reviendrais dans mon pays, comme le saumon. Et puis je me suis toujours dit, tant que j'aimerais le ragoût de cochon et les haricots rouges, j'aimerais mon pays. Quelles que soient les péripéties de ma vie, la Guyane est toujours restée pour moi comme quelque chose d'indissoluble de ma personnalité. J'ai toujours la Guyane en moi. Les fleuves de Guyane, ce sont mes veines. Hein? Mes os, ce sont les arbres. Je suis restée 7 ans sans retourner. Cette année-là, j'avais décidé qu'il fallait que je parte. Et je disais à tout le monde, je vais en Guadeloupe en vacances. Et ça n'avait pas été décidé du tout. Hein. Et mon père disait, c'est bien, tu iras un peu dans l'eau, etc. Enfin, c'était le grand jeu. Puis à la fin, mes parents se sont rendus compte que c'était vraiment vital pour moi. J'en faisais des cauchemars. Alors, je suis partie. Ils m'ont pris le billet et je suis partie en 54. À la fin des années 60, un député me propose de devenir son assistante parlementaire, puis m'incite fortement à le suivre en Guadeloupe. Je n'avais pas pensé à ce retour, mais j'accepte. Ma mère s'inquiète un peu de ma réadaptation, après plus de 15 ans passés loin de mon île natale. Mais je décide de faire de ce retour une opportunité. Je dois faire face à des réactions mitigées. Comme je reviens de France, les gens expriment à mon égard à la fois de l'attirance et du rejet. Pour beaucoup d'entre nous, il y a un choc entre le pays rêvé et la réalité. La première fois que je reviens en Guyane, je suis un petit peu déçue. Je sais pas, mais c'est un peu une Guyane avec comme un décor de western.
Alors mon mari me dit, mais non, mais tu as cristallisé, non, mais tu verras, c'est formidable. On est bien, on est bien. Ma sœur m'attendait à l'aéroport et là, j'ai un peu connu la Guadeloupe. J'ai un peu connu la Guadeloupe, on m'a fait aller à Marie-Galante, on m'a fait visiter un pays en touriste. J'ai retrouvé donc des cousins, des cousines. On m'a fait comprendre que j'étais quand même pas de là. J'étais hybride, je peux dire. C'est-à-dire que j'étais de la Guadeloupéenne, je suis née en Guadeloupe, mais j'avais j'avais pas l'impression, j'avais peut-être un comportement qui était peut-être un peu différent. Et il a fallu que je m'adapte à la façon dont les gens vivaient. Parce qu'il y a quand même une différence. Il y a quand même une différence. La réadaptation est toujours très difficile parce qu'on est incompris. Il y a toujours eu un décalage entre les gens qui sont partis et les gens qui sont revenus. Déjà, le fait de ne pas parler le créole, c'est pas évident. Et puis, c'est vrai qu'on ne vit pas en Guadeloupe comme on vit là-bas. Quand je suis revenue et que j'ai retrouvé ces anciennes copines qui étaient la plupart dans l'enseignement, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'étudiants qui partaient de ma génération, quand je les ai vues devant les banques se pavanant avec des bijoux et des machins montant un tape à l'œil, je suis demandé, qu'est-ce qui vous arrive? J'ai cru, je ne comprenais plus la lentillette. Ces parties tape à l'œil de lentillette, c'est pas pour moi. D'ailleurs, on me disait, on te reconnaît pas. Je disais, moi non plus. Vivre ici ou là-bas ou ici, après 10, 15, 30 ou 40 ans ailleurs. Ce n'est jamais simple. Nouvelle cassure, nouvelle migration, réadaptation. Il y a forcément un décalage et des a priori de part et d'autre. Et le directeur, il m'a dit, écoute, Anissé, tu vas faire tes études, une fois que tu as fini, tu reviens. Hein. Tu m'entends? Tu ne restes pas là-bas. Tu reviens, transmettre ce que tu as appris aux autres ici. Et moi, je me suis dit, bon, de toute façon, je travaille 10 ans à Paris. Après 10 ans, il dit, au revoir, merci, je rentre chez moi. Et je ne retourne pas. Si je retourne, c'est pour des expos. Mais je n'ai jamais retourné, j'ai toujours resté en Martinique. Je venais en vacances en Guadeloupe. Mais les vacances, c'était très, très bien. Et d'ailleurs, j'ai rencontré le père de mon fils en Guadeloupe. Et après, là, j'ai eu envie de revenir en Guadeloupe. Et je peux vous dire que je voyais Guadeloupe en lettres d'or. Vraiment, en lettres d'or. Je revenais dans mon pays à ce moment-là. Mais mon Dieu, mais ça n'a pas été ça du tout, du tout, du tout. Alors, je suis retourné en Guadeloupe, j'avais 15 ans. J'ai découvert ce pays, et là, ça a été vraiment un coup de foudre. Là, j'ai retrouvé, oui, c'est ça. J'ai retrouvé les Guadeloupéens. Il y avait un petit décalage, étant donné que, avoir passé une dizaine d'années là-bas, c'est pas tout à fait la même culture, mais en conclusion, ça se passait très bien. Il y a eu des petits problèmes parce qu'il n'était pas habitué à l'accent métropolitain, et on me disait au cas pas aller contre blanc. J'ai une période d'adaptation. Quand je pense à quelqu'un que j'aime bien, je suis dans mon lit, je me dis, il faut que j'aille le voir. Et puis je me lève, je me dis, merde, tu es à la Martinique. J'avais le temps de remettre les pendules à l'heure. Non, on s'habitue, mais ça ne veut pas dire que je suis tropicalisé. Je ne suis pas tropicalisé du tout. Au bout du compte, ma plus grande difficulté aura été de faire accepter mon indépendance. Ma volonté d'agir, non pas en fonction des autres, mais selon ma personnalité. Alors j'ai choisi de vivre à Paris, qui m'offre plus d'opportunités dans tous les domaines.
pendant 15 ans, on a été tous les ans là-bas. Et maintenant, c'est une hécatombe. Là-bas, il n'y a plus personne. Je pense que je ne retournerai plus maintenant. Ma société guyanaise de l'époque me manque, mais elle a disparu. Pratiquement, il n'y a plus personne. De ma jeunesse et des comportements de ma jeunesse, il ne reste que 3 survivants. J'aime bien ma vie ici. Et je suis toujours contente de retourner. Chaque fois que l'avion atterrit, j'ai un petit truc au cœur. Et pareil quand on repart. Mais non, j'aime ma vie parisienne. Je disais toujours merci à ma maman. Merci de m'avoir envoyée là-bas. Même si j'ai eu des difficultés en France, mais ce sont ces difficultés qui m'ont fait grandir. Sans nostalgie, maman, souvent je lui dis, mais non, 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 non. Elle a fait le bon choix, elle est arrivée, elle s'est battue, c'est ça. C'est qu'ils avaient la possibilité de se battre, de faire quelque chose. Alors que pour elle, aux Antilles, c'était bloqué. C'est-à-dire qu'avec ses 3 enfants, c'était la pauvreté ou bien les hommes. Voilà. Donc le fait de venir sur la métropole, c'était une autre vie avec d'autres possibilités. Dans tout ce que je fais aujourd'hui, ces 2 cultures, elles se marient très très bien. Et c'est ce mélange qui fait que je suis devenue comme je suis. Si je n'avais pas eu ce côté l'hexagone, ma manière à moi de m'exprimer, d'aller vers les autres, de parler, ne serait pas celui-là. Ce n'est pas vrai. Ah non, la question ne se pose même pas. Je suis un Martiniquais de Paris. Bien que j'ai déjà vécu plus longtemps à Paris qu'en Martinique. Enfin. Un Martiniquais de Paris, c'est mon fils. C'est vous. Je suis un Martiniquais, je ne suis pas un Martiniquais de Paris, je suis un Martiniquais à Paris.